sur les principaux responsables, réparation et garantie de no repetición pour les victimes en Colombie. Vamos a comenzar el conversatorio, la mesa redonda, con Guilén Rujol Pérez y Angélica Suárez Mendoza sobre la temática máximos responsables, reparación y garantías de no repetición para las víctimas en Colombia. Antes de iniciar, pues quisiéramos saber, bueno, la conferencia va a ser en 2 lenguas. Angélica hablará en español y Guilén hablará en francés. Donc, Angélica, elle parlera en espagnol et Guylaine en français. Donc, on voudrait savoir les gens qui ne comprennent pas espagnol ou qui ne comprennent pas français pour leur donner des traductions simultanées. Donc, nous, on a une traductrice qui va faire la traduction espagnol-français, français-espagnol. Donc, si vous pouvez lever la main. Voilà, donc les 2. Et aussi, pour le maire de Mafapon, pour la traduction en espagnol. Al frente. ¿Cómo? S'il vous plaît, voilà. Bueno, entonces, para las personas que se encuentran en la sala y que no entienden muy bien el español, tenemos una traductora simultánea. Solamente tienen que decirle a la persona que se encuentra aquí a izquierda de darles un traductor simultáneo y van a poder escuchar en francés. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchísimas gracias por asistir a este festival, la 3ª edición del Festival Tejiendo la Paz, realizado por Ciudadanías por la Paz de Colombia, apoyadas por múltiples organizaciones en Francia, también por muchas personas de la diáspora colombiana y franceses que están haciendo posible este festival gracias a su trabajo benévolo, voluntario, y bueno, sin ellos esto no sería posible. Muchos artistas que también están presentes en este festival. Entonces, para nosotras es realmente una satisfacción, un honor, una alegría poder contar con tantas personas en la realización del festival y también asistentes. Esto lo hacemos por ustedes, esto lo hacemos para visibilizar el trabajo de todos los colombianos y colombianas que nos encontramos en el exterior y tratamos de dar una agenda, un programa muy rico en presentaciones artísticas que se han hecho desde la diáspora, queriendo visibilizar las problemáticas, resistencias desde los territorios colombianos, luchas de lideresas sociales en Colombia. Y bueno, entonces empezamos con este primer conversatorio del festival. Muchísimas gracias a Angélica y a Guilén por haber aceptado. Guilén nos acompañó en la primera edición del festival con un conversatorio también sobre el tema del caso 03 de la Jurisdicción Especial de la Paz, que en ese momento, bueno, eran los primeros 5 años de la firma de los acuerdos de paz y queríamos hacer un balance de cómo iba la JEP en ese entonces. Guilén nos acompañó en este primer festival, donde hablando del caso
de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, en este festival tenemos el honor de tener a las madres de Soacha que han luchado durante años, más de 15 años, por visibilizar estos casos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces este festival, esta tercera edición, está dedicado a ellas, a esa labor que llevan desempeñando durante años, no se han rendido, a pesar de que el Estado no ha cumplido, no ha reparado a las víctimas, ellas siguen exigiendo verdad. Y bueno, les invito a que sigan el festival, ellas van a hablar, tenemos otro conversatorio a las 5:30 con ellas, entonces, bueno, mi invitación es que se queden, disfruten de la programación y nos acompañen. Tenemos una pequeña agenda que ellas trajeron, Jacqueline está con la agenda y Rubiela. Ellas quisieran que, bueno, si ustedes también lo desean, les puedan dejar un mensaje de apoyo, de solidaridad, de, bueno, lo que ustedes quieran escribir para ellas pues poderlo llevar a Colombia también. Ellas son dos madres que están en gira por toda Europa, van a visitar 9 países, Francia es el tercer país que visitan, pero pues ellas son muchas más que 2, y pues ellas quisieran también que las otras mamitas que se quedaron en Colombia pudiesen pues sentir esa fraternidad, ese amor con el que se les ha recibido y con el que se viene acompañando su lucha por la justicia en Colombia. Entonces iniciamos el conversatorio. Bueno, primero que todo quisiera presentar a las dos panelistas que están hoy con nosotros, Angélica Suárez Mendoza, que es abogada magíster en defensa de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, diplomada de la Universidad de los Andes sobre riesgos corporativos. Angélica también trabajó durante 2 años en el GRAI, en la Jurisdicción Especial para la Paz, y por eso es que también quisiéramos, bueno, o por eso la invitamos, porque quisiéramos pues nuevamente venir sobre ciertos puntos sobre la JEP. Y nos acompaña también Guilén Ruyol Pérez, que es periodista, autora de varios libros sobre Colombia, coordinadora voluntaria de programas de desarrollo y diplomado de guía al Sorbona. Guilén ha venido acompañando el caso de las ejecuciones extrajudiciales durante muchos años, entonces para nosotras pues para la diáspora colombiana como tal, es muy valioso este trabajo que ya ha venido desarrollando de visibilización en Francia y en otros países de Europa, de habla francófona, sobre, pues digamos, estas injusticias que atraviesa el pueblo colombiano. Para iniciar entonces, pues bueno, con Angélica, como les decía en el primer festival, eran los 5 años de la firma de los acuerdos de paz. En este festival, bueno, quisimos hablar un poco sobre lo que había pasado, cuál era el balance luego de 5 años, y hoy quisiéramos pues preguntarle a Angélica justamente, ya que tenemos la oportunidad de tenerla en vivo y en directo, y una persona que ha trabajado en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues un poco, bueno, primero poder explicar a las personas que están acá qué es esta Jurisdicción Especial para la Paz, por la Paz, que se creó luego de la firma de los acuerdos de paz. Y sobre todo sabemos que hay unos macrocasos que se han dado, que nos explicará mejor Angélica, que a los cuales se les han dado, bueno, se han creado para investigar. Y quisiéramos saber entonces, primero, cuáles son los macrocasos que se han abierto, que la Jurisdicción Especial por la Paz ha abierto, y por qué se han abierto estos macrocasos, por qué se les ha dado prioridad a ciertas investigaciones. Y bueno, lo que también nos trae hoy a hablar en este conversatorio es sobre el caso 03, aunque los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como base en combate por miembros de la fuerza pública, porque son importantes las resoluciones que se han dado hasta ahora. Entonces, con esas 3 preguntas, luego daré otras 2 que todavía quedan y te doy la palabra, Angélica, y muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a todos. También gracias a Ciudadanías por la Paz, porque en todas las conversaciones que hemos venido teniendo durante todo este tiempo, aunque estemos acá sentados en Europa, tenemos nuestro corazón y nuestra vida en Colombia. Siempre nuestro pensamiento se dirige a Colombia y sobre todo lo que hemos
vivido, lo que hemos estudiado, lo que hemos transformado, porque nuestro corazón se transformó en ese espacio llamado Colombia, y en esa combinación de belleza, diversidad y el conflicto que vivimos. Entonces, dentro de estas adversidades, también hemos construido y hemos sido partícipes y maestros de lo que se construyó ahora, que es finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando empecé la jurisdicción, uno evoca todo el conocimiento que uno tuvo anterior y lo que va a tener posterior de lo que fue el conflicto armado en Colombia. Y sobre todo cuando habla la sociedad civil sobre la Colombia profunda, no sé qué significa la Colombia profunda, porque son cosas que no vemos desde las grandes ciudades, sino son las cosas y las situaciones que sucedieron en la parte rural del país. Es entonces que en esas investigaciones, en esos documentos que se nos muestran, pues vemos que hay grandes complejidades, y son las grandes complejidades a las que se afronta todavía la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue creada precisamente después del Acuerdo de Paz de La Habana. Hubo una integración de personas en las magistraturas de distintos ámbitos. Algunos magistrados venían de altas cortes, otros venían también de áreas distintas, de poblaciones indígenas, afro, y eso fue lo que enriqueció tanto y tanto la investigación dentro de la jurisdicción. La priorización de casos, la metodología que se trabajó, es un trabajo que se hizo de manera conjunta, de muchísimas reuniones, de muchísimas contradicciones, y lo que se llegó a hacer de documentos finales sobre los criterios metodológicos. Esos criterios metodológicos son los que nos llevó hoy en día a que se tengan, como dice Andrea, como una condensación del cómo se va a resolver todo esto que pasó en 60 años del conflicto armado. ¿Cómo vamos a darle resultados a tantas y tantas personas que exigen justicia, que exigen reparación, garantías de no repetición? ¿Cómo se traduce eso a millones de personas que han sufrido el conflicto armado en Colombia? La metodología que tiene la JEP, ponemos el cuarto slide, por favor. Tenemos unos conceptos generales, que son los, ahí tenemos a los macrocasos, y los conceptos generales. Estos conceptos generales, para hacerlos sencillos para todos nosotros, esa condensación, ese trabajo académico, ese trabajo investigativo, la reunión de documentos, documentos que aportaron las víctimas, los informes, las estadísticas, lo que aportaron también otras áreas estatales. Entonces, es todo lo que llega a la JEP y hay que analizar. Se analiza, se llegan a conclusiones. Podemos colocar el siguiente slide. Este es un ejemplo de las cifras de los homicidios que sucedieron en Colombia en el marco del conflicto armado. Esto solamente es un ejemplo de cómo se va priorizando estos casos y el por qué se llegó a 11 macrocasos. Son 11 macrocasos, cada uno en una situación de victimización diferente, y este análisis va como lo dice ahí, la parte más macro de lo que sucedió en el país. En este caso, se tomó como ejemplo la cifra de homicidios, y después vamos a la cifra de homicidios por departamentos. Los mayores cifras de homicidios por departamentos están en Antioquia, Santander, y podríamos decir el área sur del país. ¿Qué sucedió en esas partes? Todos los hechos victimizantes se condensaron en cada región.
pero en unas regiones fue mucho más fuerte el conflicto armado. En todos los hechos victimizantes que nosotros, que se estudiaron, que se siguen estudiando en la JEP, desapariciones forzadas, víctimas de minas antipersonales, lo que estamos hablando ahorita, pues en la concentración de casos del 03, y también por grupos. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones armadas de las FARC? ¿Cuáles fueron los resultados de la fuerza pública? Entonces, ahí como ustedes pueden ver, aquí tenemos solamente el ejemplo de las resoluciones que ha sacado la JEP del caso 03. Hubo una resolución del caso 01, ustedes ya conocen sobre ese puesto, y esta parte es la parte sobre el caso 03. Entonces tenemos, como yo les comentaba, Antioquia, que condensa casi el 26% de los homicidios que sucedieron en este caso, y los resultados que se están dando hoy en día. ¿Qué pasa con estos resultados? Pues que los colombianos, esta es información pública, podemos ir, leer cuál fue todo el trabajo que hizo la JEP a través de estos informes. Entonces, se tomaron los informes de las víctimas, se tomó información pública, las investigaciones de la unidad de investigación y acusación, todas estas cosas nos llevaron a estos resultados de las resoluciones. No son perfectas porque muchos quieren que se estudie el caso a caso, pero la JEP está estudiando algunos casos, los más emblemáticos, y esto es lo que le va a dar los resultados que están dando hoy en día en estas resoluciones de conclusión. ¿Qué están diciendo? Hay máximos responsables. Hay máximos responsables en estas zonas del país. Estos máximos responsables cumplían estas labores en esta jerarquía. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban? ¿Por qué tenían estos patrones de criminalización? Esas son las respuestas que se están dando hoy en día con estos documentos. Y también con la presencia de las víctimas en todas las etapas del proceso. Que esto en otros tribunales del mundo no se estaba haciendo. Simplemente o había una participación de escucha, pero no había una participación plena. La Corte Penal Internacional tiene una participación de las víctimas, tiene una reparación, tiene un fondo fiduciario, y la JEP ahora tiene una participación plena de las víctimas en cada etapa de los procesos. Y además hay una participación de cómo quieren que se les repare, cómo quieren que haya unas reparaciones simbólicas. En otras experiencias, en otras partes del mundo, quizás solamente tuvieron una participación de escucha, donde solamente hablaban los victimarios, se les aplicaba una condena, pero ellos tenían una mínima participación en la escucha de lo que sucedía a su alrededor. Y donde el país, los países donde hubo estos conflictos armados, casi que pasó esta situación y entonces la vida continúa. En esto lo que hace la justicia transicional es detenerse, decirnos la verdad sobre los hechos y poder reparar poco a poco las situaciones que pasaron en 60 años de conflicto armado y que todavía continúan. Pues es algo como muy corto de lo que es. Justamente, Angélica, lo que nos trae un poco a este conversatorio es saber un poco justamente sobre esos máximos responsables. ¿Quiénes son los máximos responsables y cómo la JEP va a llegar, si es posible llegar a una condena a estos máximos responsables? Y sobre todo en el caso 03 de la JEP, que son las ejecuciones extrajudiciales. Nosotras y nosotros sabemos que las madres vienen denunciando y hay un lema muy emblemático de la lucha de las madres de Soacha, de las madres de las víctimas de falsos positivos, y es ¿quién dio la orden? Sabemos que los falsos positivos se dieron en la época donde Álvaro Uribe Vélez era presidente de Colombia, y quisiéramos saber si él podría ser
tildado como un máximo responsable y si podría haber una condena a este exmandatario de Colombia. Bien, el estudio de los máximos responsables, en el estudio jurídico del derecho penal, podríamos pensar en tribunales de la ex Yugoslavia, podríamos pensar en los tribunales ad hoc que se dieron para el caso africano, y casos muy específicos donde la Corte Penal Internacional nos definía quién era el máximo responsable. Y ahí vemos el ejemplo de una sola persona que lleva esta Corte Penal Internacional, lleva un proceso, tiene también unas garantías procesales, tiene unas garantías de presunción de inocencia y se cumplen criterios específicos del por qué está ahí sentado. Entonces era una persona que tenía control sobre unas tropas, tenía un control de decisión sobre esas tropas cometieron delitos contra civiles, y es entonces que en conocimiento de él, o por órdenes de estos hechos victimizantes sucedieron a su alrededor. En Colombia, el máximo responsable cumple con las mismas características, pero lo que vemos en las resoluciones de la JEP no solamente es llevada una sola persona, sino varios de ellos. Entonces, el máximo responsable es mucho más amplio dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, no solamente es una única persona que va a un caso y todo el esfuerzo de ese tribunal se aboca a decidir sobre su condena o sobre su inocencia, porque también en la Corte Penal Internacional tenemos personas que han salido inocentes. Entonces, que esta persona no es solamente una jurisdicción especial para la paz, sino que son varios. Entonces, todas estas personas en sus versiones se empiezan a haber conexiones entre ellos. Asker era el soldado dentro de la jerarquía, claro. El soldado recibió órdenes y esta persona también supo que esta persona es un superior y ese superior tiene otro superior. Y entonces tenemos bien, dentro del caso 03, bien como analizado quién era la persona que dirigía esta jerarquía. Entonces, es la búsqueda de quién da la orden. Entonces, si estos soldados era una persona que les daba una orden y sistemáticamente ya había un patrón de criminalidad donde ellos no solamente se llevaban una persona, sino que ya eran 2 o 3 o más personas, porque no solamente era el caso de los falsos positivos, sino también los homicidios en personas protegidas. Homicidios de personas que ellos capturaban y después eran presentadas como bajas en combate. O sea, no eran solamente las personas que eran llevadas con esta práctica que conocemos, sino que había también civiles que habían sido, que no tenían nada que ver con el conflicto, como lo son también los otros, pero son prácticas diferentes en el modus operandi. Entonces, en cada región del país hay un modus operandi que se parece, pero hay diferencias entre ellos. Es por eso que estas resoluciones vienen por departamentos, porque cada región viene con unas prácticas y patrones parecidos, pero a su vez también son diferentes. Diferentes en la jerarquía, diferentes en las personas, pero también en el modus operandi del patrón criminal. Entonces también hay que identificarlo. La JEP cada vez se acerca un poco más a esa gran enigma que es llegar a quienes llegaron a tener ese gran conocimiento de lo que sucedía con sus subordinados. Es a eso a lo que se quiere llegar finalmente. Y es ese camino que está llegando con las investigaciones que está emitiendo la JEP en sus resoluciones de conclusión, que es un trabajo extremadamente importante, porque no todos los tribunales del mundo han tenido este análisis. Es un análisis único, es un análisis diferente, es un análisis que sirve de ejemplo, que no es perfecto, pero se alcanza a tener una amplitud necesaria y un ejemplo de lo que pasa en otros conflictos armados en otras partes del mundo.
no solamente al nivel de análisis de máximos responsables y condenas, sino también al nivel de reparación, de participación de las víctimas. Entonces es muy importante conocer el trabajo que está haciendo la JEP, a dónde se llega con máximos responsables y priorización. Hablando de el expresidente, de un mando, de una responsabilidad del mando no militar, deben cumplirse obviamente todos los requisitos de análisis procesal, de presunción de inocencia. En Colombia no se juzga por medio de la JEP a los expresidentes. Esto ya lo tiene que hacer Corte Suprema de Justicia, que lleva a la justicia. Se tienen que cumplir todos los requisitos para que este juicio se dé. Las investigaciones, la contrastación, que todas las pruebas sean suficientes, pero claro, si en este camino, si en esta investigación resulta que debe esta persona ir a la justicia, se deben concursar las copias que sean necesarias y que se inicie esta investigación. Porque si se llega a dar que todas las personas que estuvieran sumando, él tenía conocimiento de esos hechos, tenía el control sobre estas situaciones, entonces él debe contestar en los términos legales qué es lo que estaba pasando. Y como última pregunta, porque la idea también es darle la palabra al público, justamente saber, ¿existiría la posibilidad de que, bueno, vemos que a Mario Montoya, uno de los militares que más acusa las víctimas de haber dado la orden para realizar ejecuciones extrajudiciales, la JEP lo ha llamado, sin embargo, él ha negado toda participación y el saber que estos casos de ejecuciones extrajudiciales estaban dando en el ejército, ¿existe la posibilidad de que en algún momento dado él llegue a ser condenado o que Uribe Vélez, como máximo representante de las Fuerzas Armadas en esta época, pueda ir a la Corte Suprema? ¿Cuándo tendrían que esperar las víctimas? Porque sabemos que la JEP ya lleva 6 años, tiene un término también, entonces que hay esperanza de que esto llegue a suceder. Bueno, siempre debemos confiar en nuestras instituciones, sobre todo pues en el trabajo que están llevando a cabo dentro de las altas cortes en Colombia, dentro del trabajo conjunto que llevan en sus investigaciones. El general Mario Montoya lo que ha hecho en todas las etapas procesales es guardar silencio, a pesar de todas las pruebas que se han presentado. En la resolución de conclusiones que salió la semana pasada, la magistratura dijo que esta persona ha sido renuente a presentar como la verdad, que es a lo que se debe llegar en estos casos. Su silencio lo que ha hecho es que vaya a otra etapa procesal, que su carpeta vaya a la unidad a la fiscalía de la JEP y la JEP produzca su debida acusación con las pruebas que se han presentado. Él debe presentarse al juicio que emita la JEP en las diferentes salas y por no presentarse por hechos de verdad, por no reconocer lo que está probado que sucedió, se le puede llegar hasta la pena máxima. Entonces, ahí están las pruebas, ahí están los análisis de la magistratura de la JEP, es entonces que se debe enfrentar a la acusación y finalmente a una condena frente al general Mario Montoya. Y como lo había dicho en el caso del expresidente, pues también deberá enfrentarse a las pruebas que se presenten, deberá, por medio de sus abogados, como lo ha hecho siempre, de manera directa, frente a la situación que sucedió durante sus años de gobierno, que no solamente fue, los falsos positivos no es una novedad del gobierno
del 2002 al 2008, sino que se ha presentado durante años anteriores, pero en estos años fue donde aumentó esta práctica. Entonces es algo que debe responder. Muchas gracias. Bon, on va switcher. Merci beaucoup, Angelica. Donc, voilà, je donne maintenant la parole à Guylaine. Ok. Guylaine Rouillol, donc, comme je disais avant, elle a écrit, elle a fait tout un suivi, toute une recherche sur les cas des exécutions extrajudiciaires en Colombie. Et notamment, elle a écrit le livre La vérité du Cabo Mora. Le Cabo Mora, c'était un militaire qui n'a pas cédé aux ordres de ses chefs, de ses responsables, et n'a pas voulu réaliser des exécutions extrajudiciaires. On savait un peu que la plupart des gens qui ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, c'était des gens qui venaient des quartiers populaires, qui sont partis avec des propositions fausses de travail, des espoirs de trouver un travail, parce qu'en Colombie, ce n'est pas facile, dans un pays où 60% de la population a un travail qui n'est pas formel, où il y a un taux de chômage extrêmement élevé. Et donc, dans ces quartiers populaires, se concentre donc, la population des gens qui ont besoin qui n'ont pas accès au travail, à l'université, etc. Et aussi dans quelques régions du pays où c'était des enfants de paysans, etc. Mais Guylaine, cette année, justement, elle a écrit sur les cas des militaires qui étaient assassinés par des militaires. Et c'est justement savoir que si bien, par exemple, le Cabo Mora, il a dû sortir du pays. Parce que si bien il n'a pas voulu suivre les ordres de ses responsables, il a été menacé de mort et donc il a dû s'exiler. Mais il y avait quand même des exceptions dans les forces militaires. Et donc, aujourd'hui, on voudrait que Guylaine nous parle un peu de la dernière recherche qu'elle a faite. Et donc, c'était ces militaires qui ont été assassinés par d'autres militaires, justement, parce que pour diverses raisons. J'imagine que c'est pour ne pas accepter des ordres, mais aussi pour d'autres raisons. Donc, on voudrait un peu que tu présentes un peu aux gens qui sont aujourd'hui ici, donc les cas de ces militaires qui étaient un peu débarrassants. Donc, voilà, je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On m'a demandé de faire en français. Alors, je fais en français, j'espère que tout le monde comprend bien. Oui, donc je vais vous parler de cette enquête que j'ai faite. En fait, je l'ai faite dans le cadre d'une enquête pour un Master 2 à l'IHEAL, qui est l'Institut des hautes études d'Amérique latine à la Sorbonne. J'ai déjà travaillé sur les faux positifs depuis 2018, je crois, ça fait 5 ans à peu près. Donc, j'avais rencontré pas mal des maires de Mafapo. Donc, on va voir après, tout à l'heure, on va parler avec 2 maires de Mafapo qui sont Jacqueline, la présidente, et Rubiela, une membre de cette association, Mafapo, qui est l'acronyme de Madres Falsos Positivos, qui représente les cas de Soacha, mais qui porte aussi la voix des autres maires. Et au départ, cette enquête, je l'ai faite surtout, c'était centré sur Mafapo et c'était centré sur pourquoi visibiliser des cas 15 ans après les faits. Et en fait, c'est là que je suis arrivée ensuite aux militaires dont je vais parler. Tu parlais de Carlos Mora. Carlos, au début, il a essayé de rester dans l'armée. C'est-à-dire que Carlos, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il a alerté sur des choses qui se passaient dans l'armée, qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait appris, qui ne correspondaient pas au droit international humanitaire, qui ne correspondaient pas aux valeurs qu'il avait. Carlos aurait très bien pu, lui, être un faux positif civil, puisqu'il vient des mêmes quartiers. Il a le même profil en fait que les victimes civiles des faux positifs. Simplement, il est rentré dans l'armée comme beaucoup pour manger, et aussi parce qu'il avait quand même envie de défendre sa patrie. Il croyait en fait dans les vertus de l'armée, et il est rentré dans l'armée. Et quand il a été lanceur d'alerte, il a commencé à être menacé, etc.
Il a dû s'exiler à plusieurs reprises. La dernière fois qu'il est rentré en Colombie, il a donné une interview au journal El Espectador. Je crois que c'était au sujet de Mario Montoya. Et quelques jours après, ses frères et sœurs ont reçu des menaces par voie écrite et leur maison a été mitraillée. Donc toute la famille a dû quitter le pays. Voilà. Et avant ça, quand il était revenu en Colombie, et je l'avais dénoncé dans la Nueva Prensa, je crois, dans un article, quand il était revenu à l'armée, on avait essayé de mouiller dans une salle à faire. Il était dans l'école militaire de Bogota et on lui avait donné comme mission de ficher les étudiants et les professeurs ayant une tendance à être à gauche, à être subversif. Je ne sais pas exactement comment on lui a présenté. Chose qu'il n'a pas faite, chose qui est illégale, même en Colombie. Et bon, c'est pas exactement pourquoi on lui demandait ça, si on pensait qu'il allait le faire, si on pensait qu'on allait pouvoir le piéger comme ça. En tout cas, c'était quand même une sale affaire. Et bon, il a réussi. Évidemment, maintenant, il n'est plus dans l'armée. Mais en fait, le lanceur d'alerte, c'est celui qui est puni. Donc, moi, cette enquête, je l'ai faite donc pour l'IHEL et je l'ai intitulée « Les victimes oubliées des exécutions extrajudiciaires en Colombie pendant les deux mandats d'Álvaro Uribe Vélez ». Parce que, comme le disait Angélica, les faux positifs, ça existait bien avant, sous un autre terme, exécution extrajudiciaire avant 2002. Mais c'est simplement que la pratique a vraiment explosé à ce moment-là. Donc, mon objet de recherche, c'était les stratégies de visualisation des crimes d'État par MAFAPO, l'association dont on va parler tout à l'heure à travers deux de ses représentantes. Et donc, je me suis posé au départ plusieurs questions. Pourquoi les familles de victimes, 15 ans après les faits, les cas de Soacha dont on va parler tout à l'heure, nous remontent à 2008, pourquoi est-ce qu'elles jugent encore nécessaire de communiquer sur ces faits qui ont été commis il y a une quinzaine d'années? Pourquoi est-ce qu'elles considèrent qu'ils sont restés impunis? Quels sont leurs moyens de communication en Colombie, à l'extérieur, avec quel soutien? Quelle connaissance des faits ont les Colombiens? Parce que c'est ce qui m'a marqué beaucoup. C'est que quand en 2018, j'ai écrit un article pour le journal Le Parisien sur ce thème-là, je me suis rendu compte que 10 ans après, il y avait encore énormément de Colombiens qui niaient les faits. Et j'ai même reçu, enfin le directeur de mon journal a reçu un courrier d'un journaliste colombien se plaignant parce qu'en disant que c'était quelque chose, que c'était une farce, que les faux positifs n'étaient pas des milliers. La REP a dit en février 2021 qu'ils étaient au moins 6402 entre 2002 et 2008, c'est un chiffre officiel. Et à l'époque, ce journaliste colombien, en 2018, a dit qu'il y avait eu 5 cas à Soacha. Moi, je ne sais pas 5, mais parce qu'ils sont beaucoup plus. Mais voilà, donc quand même, il y a quand même un gros problème de connaissances en Colombie et à l'étranger, évidemment. Donc c'est pour ça que de tels espaces organisés par Ciudadanía por la Paz me paraissent très importants. Et donc, quelles avancées en termes d'information du grand public et face aux interrogations des familles des victimes ont permis les travaux de la REP? Ça, c'était mes questions de départ. On pourrait se dire, bon, ça fait 15 ans, c'est quand même plus dans l'actualité. Si, c'est dans l'actualité, parce qu'on a vu qu'il y a eu des audiences dans le Catatumbo. Le Catatumbo, c'est une région du nord-est de la Colombie, donc vous êtes majoritairement colombien, donc je ne vais pas vous expliquer où est le Catatumbo. Mais où on a retrouvé la majorité des jeunes de Soacha qui ont disparu en 2008. Et il y a eu des audiences de la REP le 26 et le 27 avril 2022, des audiences de reconnaissance de responsabilité de 10 militaires et d'un civil qui jouait le rôle de recruteur pour piéger ces jeunes, qui ont été, je pense, quand même retentissants parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Lentement. On a eu aussi des recherches qui ont été menées dans les cimetières à Dabeiba, dans un cimetière à Dabeiba en 2019. Ces recherches ont été menées sur des corps enterrés sous X, NN, en Colombie, qui ont mené à des inculpations en 2022 de militaires. Donc on voit, c'est encore dans l'actualité. On a eu les déclarations de Salvatore Mancuso, qui a parlé depuis sa prison en 2023 et qui a raconté ces liens, les liens des paramilitaires avec l'armée et comment, main dans la main, paramilitaires et militaires, pas tous les militaires évidemment, mais comment ils œuvraient, comment ils menaient à bien des opérations. Et puis, on a l'actualité de la tournée en Europe de MAFAPO, deux représentantes de cette association de représentantes de victimes qui vont dans divers pays, qui sont là, qu'on accueille aujourd'hui. Et la prochaine étape, ce sera les sanctions de la REP
qui devront être réparatrices, comme on a vu avec un prédicat, dans le cadre de la justice restaurative. Cette photo que vous voyez projetée là, avec le chiffre 6184, c'est la photo d'un... Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur ce thème, et en novembre 2021, il y avait 6402 silhouettes peintes sur le sol à Bogota, qui arrivaient jusque devant la REP pour justement rappeler qu'il y a eu au moins 6402 victimes. Donc, mon hypothèse centrale de départ, c'était que l'ampleur des exécutions extrajudiciaires n'est connue en Colombie réellement que depuis que la REP, en février 2021, a dit qu'il y a eu au moins 6402 victimes. Elle ne l'a pas dit au hasard, elle l'a dit en compilant des dossiers, des données, des dénonciations, des enquêtes, des informations d'ONG. Au moins 6402 victimes civiles entre 2002 et 2008. Donc on rappelle, des innocents qui n'avaient rien à voir avec le conflit armé, qui ont été tués, grimés, maquillés, habillés comme des combattants illégaux et présentés comme tués par l'armée lors de combats. Tout ceci dans le cadre d'une politique du chiffre qui était menée pendant la politique de sécurité démocratique de l'ex-président Álvaro Uribe Vélez. Pourquoi commettre une telle barbarie? On a du mal à comprendre. Eh bien, c'était pour montrer que l'État luttait efficacement contre les guérillas, puisque le président avait été élu pour cela. Mes sous-hypothèses, c'était que la visibilité était une action clé contre l'impunité et le manque de vérité, c'est-à-dire pour lutter contre le négationnisme, eh bien, il faut rendre les choses visibles, ce qui est l'action de Mafapo. Mon autre sous-hypothèse, c'est que la REP avait réveillé beaucoup d'espérance parmi les familles de victimes et que cette espérance a été un peu déçue, mais là, peut-être que Jacqueline et Rubiela me diront si je suis dans le vrai ou pas. Et que ce chiffre de 6402 ne représente pas la réalité, qu'il est probablement, qui sera réévalué, qu'il est probablement en dessous de la vérité, parce qu'en raison d'un climat qui reste de peur, des familles n'ont pas dénoncé la mort de leurs proches, ou n'ont pas été identifiées comme telles. Donc pour cela, pour cette enquête, j'ai rencontré pas mal de familles de victimes, comme le slide, voilà. On voit quelques mères de Soacha ici, quelques-unes que j'ai rencontrées, elles n'y sont pas toutes, dont la plupart font partie de Mafapo, qui m'ont raconté l'histoire de leurs enfants, de leurs frères, de leurs maris. Donc j'ai rencontré 11 familles de victimes de Soacha, dont 10 de Mafapo. J'ai rencontré aussi des familles de victimes militaires, en tout cas des militaires qui avaient un rapport avec les faux positifs, soit parce qu'ils les avaient dénoncés, soit parce qu'ils avaient traîné des pieds, ils avaient essayé de ne pas commettre ces crimes. Voilà. Et d'autres acteurs essentiels, un acteur essentiel qui a été le personero de Soacha, Luis Fernando Escobar, qui est la personne qui a permis au maire de Soacha de se rencontrer au début. Bon, des responsables de l'unité de recherche des personnes disparues, des avocats, des responsables d'ONG, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el CINEP, el CAJAR, Minga, Movice, CCJ, la Fondation Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Bon, il y a des artistes qui ont visibilisé également ces faits. En réalité, en Colombie, il y a énormément de sources de données sur ce qu'ont été ces crimes. Finalement, la lutte pour la vérité et la justice de Mafapo permet c'est la visibilité du phénomène versus les pressions des négationnistes pour en nier l'existence. L'ouverture du volet 03 de la REP a permis donc à donner la parole tant aux victimes qu'aux responsables de ces crimes lors d'audiences publiques, et c'est important qu'elles soient publiques parce que n'importe qui peut avoir accès à ces informations. Et je me suis intéressée au sort des militaires qui se sont opposés donc, à cette politique du chiffre qui était assortie de récompenses et qui a
permis d'enfreindre toutes les règles de la guerre. Et ce sort de ces militaires-là est complètement passé sous silence, bien que, selon mon enquête, il n'est nullement ignoré ni de l'armée, ni de la justice. Voilà, cette enquête que j'ai menée, elle a commencé avec la situation des familles de victimes civiles et elle s'est poursuivie avec celle de militaires et victimes et de leurs familles. Donc on voit, on va mettre le slide suivant, où on va voir voilà, la photo de Carlos Eduardo Mora. Carlos Eduardo Mora, qu'on voit ici déclarant devant la commission de la vérité en 2018. Et en fait, si mon objet de recherche au départ était des stratégies de visualisation des crimes d'État en Colombie et à l'étranger par ma FAPO, j'ai été à me demander qu'est-ce qu'il s'est passé avec les militaires récalcitrants. Que s'est-il passé avec les militaires qui n'auraient pas adhéré à cette politique du chiffre menant à des assassinats? La slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a une évolution des hypothèses de départ qui est derrière le scandale de civils assassinés par l'armée dans le cadre de la sécurité démocratique. On est passé de faux positifs civils à des faux positifs militaires. Donc, dans le slide suivant, on peut voir des photos. Je peux les mettre toutes. En haut à droite, vous voyez Raúl Antonio Carvajal. Alors, je vous prends l'exemple le plus connu de Colombie. Donc, les Colombiens qui sont là connaissent tous le cas de Raúl Antonio Carvajal, qui officiellement n'est pas un faux positif militaire. Officiellement, il est mort officiellement lors d'un combat avec les FARC à Hectare, dans le nord de Santander, le 8 octobre 2006. Voilà. Mais je pense que vous connaissez tous le combat de son père, Raúl Carvajal, qu'on voit en bas à gauche, qui est mort du Covid en juin 2021. Au-dessus, on voit sa camionnette qui était avec toutes ses affiches dénonçant la mort de son fils. Pourquoi? Parce que Raúl Carvajal, fils, est mort dans un affrontement avec les FARC, un peu comme les faux civils, comme les faux positifs civils. Il est mort dans un affrontement, mais bizarrement, quelque temps après avoir appelé son père en lui disant qu'on lui demandait de commettre des crimes dans le cadre de son travail, ce qu'il refusait, on lui demandait de tuer des civils, ce qu'il ne voulait pas faire, et il commençait à parler de quitter l'armée. Voilà. Bizarrement, il est mort quelques temps après. Bon, on pourrait dire oui, mais il est quand même mort lors d'un combat avec les FARC, mais il y a quand même tout un schéma que j'ai vu avec d'autres victimes qui est essayer de ne pas montrer le corps à ses parents. Pourquoi? Son père a été jusqu'à déterrer son corps pour pouvoir voir qu'il avait des traces au poignet et des traces, il avait eu les poignets attachés et les pieds attachés, ce qui faisait dire à Raúl Carvajal, père, dans quelle armée du monde on envoie des militaires combattre pieds et poings liés. Il avait des traces, des signes de torture, il avait des signes, notamment au niveau de la tête, qui ne correspondaient pas avec la version officielle. C'est Tamayo Odios qui a légalisé ce corps, Tamayo Odios qui a été devant la reine également. Bon, on va dire, ok, ce cas n'est pas reconnu, mais on a, dans la slide suivante, je vais afficher toutes les photos, on a un autre cas qui ressemble beaucoup à celui de Raúl Carvajal, mais qui est le cas de Jesús Javier Suárez, qui est ce militaire que vous voyez en haut à gauche de l'écran, en militaire, et juste à côté la photo de son dossier judiciaire qui m'a été fourni par son père. C'est un peu la même histoire que Raúl. À la différence près que Jesús María, son père, qu'on voit sur les deux photos là, à droite et en bas, Jesús María a mené le même combat que Raúl Carvajal, et lui, il est arrivé. Il est arrivé, la reine a reconnu qu'il avait été tué par l'armée. Et qu'il avait été tué par l'armée. Alors, j'ai mis le texte là de l'ordonnance de 2021. L'un des buts de cette mort était de semer la terreur au sein du bataillon de contre-guérilla 29 et d'intimider ceux qui voulaient s'opposer ou se dissocier de l'entreprise criminelle. En gros, il est arrivé à peu près la même chose, c'est-à-dire que Jesús Javier Suárez a commencé à s'opposer à ses supérieurs, a commencé à parler à son père de pratiques qu'il ne voulait pas faire, et il est mort lui aussi, supposément, dans un combat, tué par un franc-tireur, je ne me rappelle plus. Il a été prouvé que non. Il a été prouvé qu'il a été tué sur ordre de son supérieur.
David Hervé Guzman. Il y a d'autres cas. Alors, un cas qui est très connu des Colombiens aussi, enfin, j'espère qu'il est très connu, c'est le cas Attila Uno. C'est le cas de militaires qui ont été, c'est le cas de 19 soldats qui étaient dans la guérilla et qui ont été virés de l'armée quelques semaines après s'être opposés à leur supérieur hiérarchique lors d'une opération visant à retrouver 2 personnes qui avaient été enlevées, qui n'ont pas été retrouvées dans cette opération. Ils sont arrivés jusqu'à un campement de l'ELN. Avant ça, ils ont fait une captive, une jeune femme de 17 ans, qui était désarmée, qui n'a pas opposé de résistance. Ils l'ont capturée. Et là, leur commandant leur a demandé de la tuer avant de rentrer, de la tuer. Les soldats s'y sont opposés, parce qu'on n'a pas tué quelqu'un on n'a pas tué un prisonnier qui est désarmé et qui ne présente pas de danger. En plus, elle était mineure. Donc, ils s'y sont opposés. À partir de là, la situation s'est dégradée. Quelques semaines plus tard, ils ont été licenciés. Leur contrat n'a pas été renouvelé. Le 1er septembre 2023, la FEP les a reçus. Donc, je pense que peut-être pour eux, il va se passer quelque chose, parce que depuis, leur problème, c'est que c'est des gens qui étaient rentrés dans l'armée. C'était une option pour vivre. Et depuis, ils vivent de rebusqués, ils vivent au jour le jour. Leur situation est assez difficile. Un cas qui m'a intéressé aussi, c'est le cas du sergent Alexander Rodriguez. Alors, je parle de lui à chaque fois que je peux. Le sergent Alexander Rodriguez faisait partie de la brigade mobile, de la 15e brigade mobile à Ocaña, Norte Santander, la même qui est impliquée dans l'état de Soacha. Pourquoi je parle de lui à chaque fois que je peux? Parce que j'aimerais entrer en contact avec lui, que je n'ai aucune trace de vie. Je ne sais pas s'il est en vie. Il a dénoncé exactement le dispositif des faux positifs en 2007, avant même que l'expression n'existe. Il a dénoncé en 2007 des choses qui se passaient déjà et qu'il voyait déjà au sein de la brigade mobile Kinsey. Avant même la capture des jeunes de Soacha. Et bizarrement, il a été viré de l'armée lui aussi. Et bizarrement, il a ensuite été accusé de tentative d'extorsion. Il a été incarcéré à la prison de la Modelo à Bogota. Et depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu. La seule chose que je sais, c'est que si on avait écouté Alexander Rodriguez en 2007, aujourd'hui, on n'aurait pas Jacqueline ni Rubiela parmi nous parce que leurs frères et enfants seraient en vie, puisqu'ils ont été capturés après les dénonciations d'autres morts, d'autres faux positifs. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le slide suivant. J'ai interrogé d'autres militaires pour cette enquête, dont j'ai changé l'identité ou préservé l'identité, notamment un que j'ai renommé Carrasco. Michael Carrasco, ce n'est pas son nom, qui se trouve actuellement aux États-Unis, qui a un peu le même profil que Carlos Mora, c'est-à-dire qu'il a dû refaire sa vie aux États-Unis en partant de zéro. Pourquoi? Parce qu'il m'a expliqué que, alors lui, il était dans le bataillon La Popa, qui est aussi un bataillon tristement connu en Colombie pour ses faux positifs. Et il m'a expliqué qu'il y avait bien 2 catégories de militaires, ceux qui suivaient les ordres et donc tuaient des innocents et pouvaient aller périodiquement se reposer dans des fincas. Et les autres, qui ne faisaient pas de chiffres, qui ne faisaient pas de morts. Et ceux-là, eh bien, ils étaient condamnés à patrouiller jusqu'à l'écœurement, jusqu'à la fatigue, jusqu'à ne plus en pouvoir. En fait, c'était une pression qui était exercée sur eux pour leur faire comprendre qu'il était plus facile de tuer des innocents et de se reposer plutôt que de faire leur travail comme ils auraient dû le faire. Mais là on les dégoûtait, en fait. Il a essayé de s'opposer, il a été menacé. On a jeté une grenade la nuit dans sa chambre alors qu'il dormait. Il ne sait pas si on voulait juste l'intimider ou si on voulait le tuer. Mais ça, c'est un modus operandi que j'ai vu aussi chez plusieurs militaires. Il m'a expliqué aussi qu'un jour, il a vu un indigène qui avait été capturé, qui était ligoté dans son unité et qu'il a compris qu'on allait le tuer. Et donc, dans la nuit, le soir, il l'a détaché et il l'a laissé partir. Et là, c'est là où il a eu l'affaire de la grenade. Donc, il a compris qu'il ne pourrait pas rester dans l'armée. Il a quitté, il vit aujourd'hui aux États-Unis. Donc,
il y a quand même, je peux mettre la slide suivante avec tous les cas, il y a plein d'autres cas en fait. Quand on cherche, toutes les pièces du puzzle sont là. On trouve des cas. Par exemple, j'avais trouvé un cas qui avait été documenté par Human Rights Watch, celui de Nixon de Jesus Carcamo Sanchez, qui lui avait commis des faux positifs, qui était incarcéré pour cela dans une unité militaire, mais il parlait, et en parlant, il dénonçait des supérieurs. Il a donc été menacé, et il est mort, étouffé, tué, voilà. Alors qu'il avait dit à la Fiscalia qu'il craignait pour sa vie, car il y avait une rumeur disant qu'il était menacé. Donc, on voit comment des militaires qui sont des lanceurs d'alerte, ou veulent menacer, ou parlent, tout simplement, parce qu'il y a un autre cas qui a été documenté il y a peu de temps, un article qui est paru dans Semana, en 2019, d'un colonel qui est déclaré devant la REP pour une vingtaine de cas. Lui, il était entendu pour une vingtaine de cas, mais on va dire qu'il a subi il a joué le jeu, et devant la REP, il a déclaré une soixantaine de cas. C'est-à-dire qu'il a vraiment, en tout cas, il a essayé de donner d'autres cas. Parce que si les gens qui viennent devant la REP ne donnent que les cas connus, il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est qu'on en sache plus. Et à partir du moment où il a commencé à parler plus, il a été menacé aussi. La procureure générale en 2022, qui a été également une ambassadrice de Colombie en France, a dénoncé les procédés dilatoires de la DEMIL. La DEMIL, c'est un organisme qui fournit des avocats aux militaires qui ont des soucis juridiques, et elle a dénoncé le fait qu'ils utilisaient des procédés dilatoires, c'est-à-dire qu'ils essayaient de ralentir au maximum, en changeant d'avocat sans cesse, etc., les enquêtes, autrement dit, qu'on n'arrive pas à savoir. Car on ne joue pas le jeu de la vérité. On a vu aussi des militaires qui expliquaient que leur avocat leur demandait de ne pas utiliser le plaidé coupable. Pour la traduction, je ne sais pas comment ça s'appelle, le plaidé coupable, j'espère qu'elle le sait. Le plaidé coupable, c'est quand on reconnaît à l'avance sa culpabilité pour faire baisser la peine. No me acuerdo la palabra en espagnol. Pues si no otro nombre, no me acuerdo ya. Bueno, espero que la persona que traduce. Mais en tout cas, qu'on les empêchait d'utiliser ça, en réalité, parce qu'on ne voulait pas non plus qu'ils dénoncent leurs supérieurs. En fait, toutes ces procédures avaient pour but de ne pas dénoncer le supérieur, pour que ce soit les petits, les caporaux, les sergents, les soldats, et pas les hauts commandements qui soient punis. J'ai donc vu dans l'armée colombienne plusieurs cas de figure. Parmi ceux qui ont dénoncé ou qui ont essayé de dénoncer, je vois ceux qui ont été évincés de l'armée. C'est le cas de Attila Uno, par exemple, c'est-à-dire qu'on les a sortis de l'armée. Je vois ceux qui ont quitté l'institution, qui se sont mis à l'abri. La personne que j'ai appelée Carrasco, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, qui a choisi de quitter l'armée, de partir aux États-Unis, qui m'a parlé, qui a peur. Carlos Eduardo Mora, par exemple. Ou bien ceux qui ont disparu, Raúl Carvajal, qui officiellement est mort, tué par les FARC, Jesus Javier Suárez, qui lui a bien été tué par l'armée, c'est reconnu. La question, Alexander Sánchez Rodríguez, dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il est disparu, j'attends de ces nouvelles, si quelqu'un peut me mettre en contact avec lui. Et donc, je vois au sein de l'armée plusieurs catégories. Les hauts commandements, qui sont sous le coup, enfin, en tout cas, les hauts commandements qui sont sous le coup d'enquêtes judiciaires ou qui ont été condamnés, je constate que, en tout cas majoritairement, ou un certain nombre, n'ont pas perdu leur droit à la retraite, c'est-à-dire qu'ils sont sous le coup d'enquêtes, où ils ont été condamnés, mais ils touchent leur retraite de l'armée. Ils n'ont pas vu leur avancement mis en cause, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de crimes, mais ils ont pris des grades, mais on n'a pas remis ça en cause. Et ils ont tiré des bénéfices substantiels de ces bons résultats opérationnels de leurs unités, sous la forme d'ascension dans les grades, de cours, de missions à l'étranger. Je vois une majorité de soldats et de sous-officiers
qui ont reçu des bénéfices moindres, des permissions, des repas améliorés. On sait, grâce à la REP et grâce à toutes ces audiences, que certains ont tué pour améliorer leur ordinaire, manger du riz chinois, on appelle en Colombie. Et leurs témoignages ont permis d'identifier des récompenses, hein, comme par exemple, je me rappelle d'un témoignage, c'était avant la REP, c'était Human Rights Watch, je crois qu'il avait documenté, dans une unité où on expliquait que le commandant disait aux soldats que c'était bientôt la fête des mères et qu'il n'y avait aucun résultat opérationnel et qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils ont tué quelqu'un pour pouvoir avoir des jours de repos, pour pouvoir aller fêter leur maman. Voilà, parce que la fête des mères est très importante en Colombie, encore plus qu'en France. Et je vois ceux qui ont tenté de lutter contre cette pratique, donc en traînant des pieds pour obéir aux ordres, en s'affrontant à leur hiérarchie ou en les dénonçant au sein de l'armée ou auprès de la fiscalité. J'ai discuté avec un soldat, par exemple, un soldat professionnel retiré qui m'a dit que les soldats, on peut faire taire des soldats au sein de l'armée, même en dehors des cas de faux positifs. Je veux dire, ça peut être aussi simplement pour des histoires de conflit. Il a expliqué, par exemple, dans une unité, selon lui, d'un soldat qui aurait été tué pour camoufler un vol d'armes. Or, les vols d'armes, ils sont quand même liés aussi aux faux positifs parce qu'il faut des armes pour toute cette chaîne de fabrication de faux coupables. Et il m'a expliqué qu'en fait, ils avaient tué ce soldat parce que ça permettait de couvrir un vol d'armes et que c'était passé sous la forme d'un suicide. Mais que c'était quelque chose qui se faisait. Alors, c'est juste la parole militaire, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de... Mais ce sont quand même des témoignages. En tout cas, ça mérite qu'on prenne en compte cette parole et qu'on enquête un peu. Voilà, c'était un peu mon exposé. Bon, je ne sais pas si j'étais trop long ou pas. J'ai essayé de parler plus lentement pour la traductrice. Pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu aussi entre les faux positifs civils et les faux positifs, ce que j'ai appelé moi les faux positifs militaires, j'ai vu un patron aussi, un schéma, une façon d'opérer qui me laisse penser que, je ne sais pas si c'est généralisé, mais en tout cas, ce ne sont pas des cas isolés. Ces militaires qui peuvent être tués ou extrêmement menacés ou jetés hors de l'armée. Parce que, en discutant avec plusieurs d'entre eux, j'ai retrouvé des choses qui étaient similaires. C'était vraiment, j'ai retrouvé plein de points communs. De la même façon que dans le cas des faux positifs civils, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait plein de points communs entre les histoires. Et c'est ça qui m'a frappé. Merci beaucoup, Guylaine. Gracias, Angélica. Et voilà. Donc, bon, j'essayais un peu de faire poser quelques questions un peu conductrices rapidement parce que ça nous intéresse aussi que les publics puissent voilà, poser des questions, profitant que vraiment on a cette qualité d'invité. Donc, Guylaine, qui a écrit, qui a fait vraiment énormément de recherches dans les cas des faux positifs, qui est allée rencontrer les victimes. Donc, c'est un travail des années et merci beaucoup. De la diaspora colombienne, vraiment, on te remercie pour tout ce travail pour les victimes de la Colombie. Et aussi, Angélica, une personne qui a travaillé dans la juridiction spéciale pour la paix, qui connaît bien comment ça fonctionne et quels sont les avancements. Donc voilà, je vous donne la parole. Si quelqu'un veut poser une question, on a un espace pour 3-4 questions, on verra. Peut-être qu'il faudrait s'approcher parce que, voilà, ici. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Voy a tratar como de resumir. Bueno, uno es referente a las resoluciones de la JEP. No sé si se llaman exactamente resoluciones, pero es que esas resoluciones pueden llegar a ser cambiadas, modificadas, se siguen trabajando o no. Esto lo digo precisamente por el caso de que los expresidentes en Colombia puedan ser o no puedan ser juzgados, que es un caso bien específico, ¿no? O que puedan ser condenados, no juzgados, condenados. Sí, es más bien esa la palabra. Teniendo en cuenta, obviamente, pues, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también tiene investigaciones en la Corte Suprema, pero también están paralelamente en la JEP. Sería como
otra pregunta. Y es que si los militares que se acogen en la JEP lo hacen para evaluar también una condena. O una condena en prisión o pagando de esa manera, porque pues hablamos de que lo hacen también de otras maneras, pero específicamente de esa se hace. Es mi pregunta. Y pues obviamente la responsabilidad de expresidentes como Ernesto Samper o como el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. También qué pasa con esos casos específicamente. Pues, bueno, muchas gracias. Oui, une deuxième question peut-être pour un ministère. Est-ce que tu peux t'approcher? Bonjour, ce sera une question assez courte. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu aussi un équivalent de ces gonflements des statistiques de personnes tuées aussi du côté des FARC? Est-ce que les FARC ont aussi déguisé des paysans ou des civils en tenue de paramilitaires en essayant de faire croire qu'eux aussi ils avaient tué plus? Enfin, est-ce qu'il y a eu un équivalent des méthodes d'Ouribé dans le camp adverse? Parce que je sais que dans une guerre, les deux camps se radicalisent en même temps. Voilà, merci beaucoup. Gracias. Gracias y buenas tardes o noches para todos. Mi pregunta para Angélica, hablando respecto de Mario Montoya. Sabemos que la JEP en un comienzo dijo quienes no aportaran verdad serían destituidos de la JEP y serían investigados y condenados por la justicia ordinaria. Hablabas algo de Mario Montoya que de pronto puede ser procesado allí. Por la JEP sabemos que la máxima condena que van a tener son 20 años. Que si lo llegan a él a acusar de que es totalmente responsable, que así lo sabemos, sería muy triste que lo condenara la JEP, que lo máximo son 20 años, cuando en justicia ordinaria tuvimos dos condenas bastante ejemplares como 34 y 54 años. No se está viendo que él ya fue expulsado, pero no volvimos a saber nada si sigue siendo investigado por la justicia ordinaria y qué pasaría con Mario Montoya en ese caso. Je voulais répondre à cette première partie, après on redonnera la parole. Bueno, ¿cómo te llamas? Joan, me preguntaste muchísimas cosas. Hay que hacer algunas precisiones respecto a las resoluciones de conclusión. Son el equivalente a una sentencia en justicia transicional, pues en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, se llaman resoluciones de conclusión que ven precedidas de unos autos que se venían dando respecto a los casos del caso 03. Los expresidentes pueden ser llamados a ser testigos por la JEP, pero como lo había dicho, no es la jurisdicción para la acusación de estas personas porque están investidas de su anterior trabajo como funcionarios públicos. Podrían ser llamados como terceros, pero los terceros deben presentarse de manera voluntaria, que así quedó dentro de las reglas de procedimiento. Pueden ser llamados como testigo, pero también ese aporte de la verdad es voluntario. Entonces, debe ser precedido de muchísimas cosas que suceden dentro de la dinámica de política en Colombia, porque pues la que nos debe llamar, debe hacer las preguntas pertinentes, pero también esperamos como muchas respuestas que deberían ser más claras. Como lo decía Jacqueline, hay muchas cosas que no nos parecen a cada uno de nosotros por lo que pensábamos de la jurisdicción, pero algunas cosas querían suceder. Es entonces que estas resoluciones son muy importantes. Caso 01 fue la primera, sobre los secuestros. La segunda que sucede es caso 03, que viene sucedida por los subcasos
de las regiones, como vienen segmentadas por regiones, como les comentaba. Es un macrocaso segmentado en subcasos departamentales. Entonces, claro, todos pensamos que había un estado ideal de investigación, un estado ideal de resultados. Debemos confiar un poco en que, ya lo decía el magistrado Parra, se pueden llamar como testigos estas personas, esperando pues que encajen dentro de todo lo que ellos ya saben adentro, que encaje esa versión de estas personas que venían investidas de estas estos expresidentes que eran jefes máximos de las Fuerzas Armadas en Colombia, que así está dentro de la Constitución, que tiene a su cargo los generales de cada división del ejército y a su vez cada general del ejército tenía sus subordinados, que es el general Mario Montoya llegó allí de esta manera, escalando la jerarquía militar, llegando a ser el general de división. Entonces, y como lo decía Guilén, hay unos análisis operacionales que se ven con más precisión, de los que se aprovecharon también para hacer otro tipo de cosas. Es entonces que los análisis se deben dar de esa manera dentro de la estructura legal, pero como no es perfecto, pues debemos como, creo que la crítica es válida. La crítica es válida y debe ir hacia allá, de preguntarnos, no todo lo que es legal es justo. Y eso es lo que nosotros pensamos en ese punto. No todo lo que tiene que estar en un marco legal es justo para otras personas. Entonces, ese es el marco legal, eso es a lo que debemos acogernos, pero sí, no es perfecto. Creo que había otro punto. Referencia a Juan Manuel Santos como ministro de Defensa y pues también expresidente de Nacional, que aplica lo mismo que llaman. Sí, respecto a los otros funcionarios, funcionan totalmente igual. Sí. Bueno, no sé, voy a responder en francés porque eres francés o... Concernant la question sur le fait si c'était réciproque, c'est-à-dire en fait s'il y a des faux positifs commis par les FARC, ça n'est pas réellement un sujet. Alors, peut-être ça a été fait, mais quel intérêt? Pourquoi les faux positifs existaient avant 2002? L'expression faux positif est sortie en 2008. Avant, on appelait ça des exécutions extrajudiciaires. Les deux expressions, en réalité, sont dévoyées. Les deux expressions, ce sont des assassinats, c'est tout. Voilà. Pourquoi faux positif, pour la petite histoire? Parce que en langage militaire, un positif, c'est une cible atteinte. Et là, c'était une fausse cible. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ni dans faux positif, ni dans exécution extrajudiciaire, on a cette notion d'assassinat, de piège, de violence. Bon, voilà. Mais c'était comme ça, il y en a eu avant 2002, parce que ça a toujours servi pour se défaire des gens qui gênaient. On l'a utilisé pour des militants de l'Union patriotique, par exemple, un génocide qui a été reconnu récemment. Des militants d'un parti politique qui ont été exterminés dans un précédent processus de paix avec les FARC. Donc en fait, voilà, création d'un parti politique et je ne me rappelle plus si c'est plus de 3000 ou plus de 4000 tués, avec un taux de résolution voisin de 0, enfin très faible. Et pour se défaire de gens qui peuvent gêner, ça peut aller de la prostituée du quartier, un jeune qui se drogue, un militant qualifié de subversif, quelqu'un qui est supposément ami avec un groupe armé, etc. Ça a toujours existé. Entre 2002 et 2008, qu'est-ce qui s'est passé? La pratique a explosé, on le voit, et elle chute en 2009. Pourquoi elle chute en 2009? Parce qu'il y a le scandale de Soacha. Et donc, ces 19 jeunes dont on les retrouve morts, enterrés sous X dans le Norte Santander, présentés comme des combattants illégaux, ce qui n'a aucun sens, c'est ça qui permet, en fait, c'est ce qu'on a appelé, ils ont appelé ça
la punta del iceberg, c'est-à-dire en français, zut, l'expression, j'ai perdu l'expression en français. En fait, la petite chose qui permet le petit fil qu'on tire et qui permet de voir après toute l'étendue, parce qu'il y avait 19 cas à Soacha, mais on en a quand même 6402 au moins. Voilà, c'est ça qui a permis de rendre visible. Mais en fait, il y avait un sens à tout ça. Le sens, c'est qu'il y avait un président qui avait été élu sur un projet de sécurité démocratique, là encore, une expression étrange, parce qu'il n'y a eu ni sécurité ni démocratie, mais en fait, sur la sécurité, on va dire, à cette époque-là, en 2002, les FARC étaient très forts, il y avait eu l'échec du processus de paix dans le Kagwan avec le précédent président, et donc ça a été un peu, le slogan, je crois, c'était une main de fer dans un gant de velours. Bon, ça a été un peu une main de fer dans un gant de fer, en réalité. C'est-à-dire la manière forte, il faut écraser les guérillas. Et politiquement, il fallait montrer aux gens que cette politique fonctionnait. On écrasait les guérillas. Donc, il fallait tuer un maximum de guérilleros et les montrer, les brandir à la télévision, dans des reportages, etc. Il s'est trouvé qu'il y avait des zones où, en fait, les militaires n'avaient pas d'affrontement avec la guérilla. Il y avait des zones, oui, mais il y avait des zones où il n'y avait pas d'affrontement avec la guérilla. Et donc, les chiffres n'étaient pas assez bons. C'est une politique du chiffre. Il n'y avait pas assez de morts à montrer, à brandir. Donc, comme il n'y avait pas assez de morts à brandir, il a fallu fabriquer des faux guérilleros. Les faux positifs, c'est ça en réalité. C'est montrer au peuple qu'on lutte efficacement contre les guérillas. Cette lutte est présentée comme étant il faut des morts, il faut pouvoir les montrer. Et si on n'a pas des guérilleros morts, ben, il faut qu'on en trouve d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a un sens à faire ça. Tandis que les FARC, quel sens ils auraient à tuer des gens et à les faire passer pour des paramilitaires? Ils n'ont pas été élus. Les FARC, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus sur un projet comme ça. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça s'est passé... En fait, il demande si ça s'est... Il demande si ça s'est passé, en fait, s'ils ont tué des civils pour les faire passer pour des paramilitaires. Moi, je n'en ai pas connaissance, parce que je ne vois pas en quoi ils auraient intérêt. Je pense qu'ils avaient plein d'autres choses plein d'autres problèmes. En tout cas, ce n'est pas quelque chose, non, qui... Enfin, je n'ai pas du tout connaissance de ça et je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas... Voilà, je vais donner, parce que voilà, après il y aura aussi une performance. Donc, je voudrais donner la parole 2-3 questions de plus. Ah, voilà, oui. Attends, il y a encore la réponse à Jacqueline. Bueno, para Jacqueline, bueno, ella también respondió su pregunta. De mi parte, lo que te puedo decir es, sí va a pasar esto. Esa es la realidad que tenemos. Es lo que va a suceder. Es exactamente lo que tú eres más abogada en esto que cualquier persona que haya pasado por la jurisdicción. Sabes perfectamente que así va a pasar. Que estás aquí para denunciar, para dar tu palabra de inconformidad. Estás en todo tu derecho porque sí, lo que te decía, una cosa es lo que está en la ley, pero no quiere decir que sea justo, no quiere decir que no te sientes consultada y sientes que hay como una impunidad frente a esas situaciones. Entonces, tu voz está ahí, tu voz está acá, entonces esa es la realidad. Et donc, il y a Alba, et si une autre personne veut poser une question, je l'invite déjà à venir ici, comme ça on peut après répondre à tout. Bueno, gracias. Quiero compartir una inquietud que tengo desde hace cierto tiempo y pues las intervenciones de las dos pienso que da para compartirla. Me parece que hay que contextualizar cómo la JEP
se crea en el marco del conflicto armado. O sea, la JEP no es una entidad que nace como algo aislado en el contexto de los acuerdos de paz. Es decir, es un logro de los acuerdos de paz precisamente para la búsqueda de la verdad. Pero pienso que este logro, que es importante y que efectivamente nos da la oportunidad de explorar lo que realmente ha vivido Colombia en estos términos de la barbarie, pienso que también hay algo que yo no entiendo, y es que pues la gente, si bien busca la responsabilidad, yo pienso en la gran masacre que se ha habido y en la gran barbarie en el conflicto armado, sobre todo de los actores armados, del ejército, del Estado. Pienso que el hecho de que se haga un tratamiento de esta responsabilidad, y es un poco contradictorio porque sé que la responsabilidad al final es personal, es decir, está enmarcada en ciertas personas que han ejercido poderes, que han tomado decisiones y que han ejecutado o llevado a que esto se haga. Los generales implicados en la responsabilidad, los sectores armados del gran paramilitarismo, todos los actores de esta barbarie, pues en últimas pienso que son los responsables en la parte de responsabilidad personal, pero pienso también que esto no es un comportamiento aislado de estas personas, sino que viene también en una lógica precisamente de la guerra y del estado del conflicto. Entonces, porque pienso que hablar de un Mancuso, hablar del Montoya, hablar de Uribe mismo, por ejemplo, en términos de individuos que podemos decir perversos, locos, monstruos, todo lo que queramos, pero pienso que se oculta también de que ellos son unos ejecutantes de unas políticas, de unas lógicas de guerra que están detrás, y pienso que en estos términos habría, no sé si la gente sea la jefe de hablar de esto, para hacer conciencia también de estos sistemas políticos que se organizaron como verdaderos sistemas de guerra. Entonces, pues no sé, y el ejército ha tratado de sacar, todos sabemos, beneficio cuando dice son las manzanas podridas. Son las manzanas podridas, no es la institución la que está no es la institución la que está en juego, simplemente son estos malos individuos que han hecho este tipo de política y la institución sigue indemne. Entonces yo pienso que sería interesante llevar esa reflexión para ver que detrás de esto son unas lógicas también de guerra y de Estado, pues que tendrían que ver con lógicas también internacionales. Bueno, ahí dejo mi inquietud, gracias. Sí, yo creo que luego vamos a tener un espacio de discusión porque creo que ya no hay más tiempo para responder a preguntas, tenemos que seguir con la programación. ¿Te puedo dar 2 minutos? ¿Está bien? Pero 2 minutos. Vamos a intentar de ser rápido. A ver, hay aquel que va al médico y el médico le da medicamentos y le cura. Y es un buen médico porque le ha sacado de su enfermedad, lo ha reanimado, le ha puesto bien. Hay aquel que va al médico y el médico hunde su bisturí y busca en su cuerpo la raíz de esa enfermedad. Y ese es todavía un mejor médico. Y yo creo que a nivel de la JEP, lo que ustedes hacen, lo que hace la JEP, se queda en ese médico que es muy buen médico. Pero hay el médico excelente, que es el médico que va y busca las causas de la enfermedad y que investiga y que se mueve y que no solamente se queda en el ámbito de decir esto es una causa, sino que va mucho más allá e intenta curar e intenta evitar esa enfermedad. Es un poco lo que decía la señora que me precedió, es por qué, a quién corresponde realmente el buscar todos aquellos culpables de esa situación que se creó y que no corresponde a los 65 últimos años.
porque Colombia ha tenido momentos de tregua, pero ha estado en guerra desde la independencia. Y igualmente corresponde la parte que viene haciendo la JEP, más que a 65 años, al periodo que viene desde el 85. Porque no hay nada realmente antes, no hay nada, ninguna investigación hecha. Entonces, ¿quién está haciendo ese trabajo? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Qué hay detrás de todo eso? No únicamente decir quién es culpable, sino quién patrocina a los culpables. Muchísimas gracias. Okay. Un minuto. Un minuto. Que lo quede en el aire que yo no soy funcionario en este momento de la JEP. No estoy representando a la JEP en esta charla. La JEP sí está haciendo un esfuerzo de visibilización de políticas y eso está dentro de las resoluciones en los análisis de contexto. Allí están los análisis legales y los análisis que han sacado de los diferentes fuentes de información, donde se explica cómo estas políticas que primero fueron legales y cómo se fueron convirtiendo en políticas que llegaron hasta las divisiones que hablamos del ejército, hasta pequeños grupos, o como lo hablaba Glenn, había personas que patrullaban ya de manera constante y ya tenían esto de manera practicada. El modus operandi de ellos era permanente dentro de unos lugares específicos de nuestro país, como lo fue la JOPA, que ya hablaba de este caso. Entonces, yo sí defiendo un poco más, porque he estado informada de las resoluciones de conclusión, de los esfuerzos de la JEP. Yo sí creo que son buenos medios. Yo sí creo que están yendo hasta lo más profundo. Creo que sí están haciendo las investigaciones. No son no es perfecto, pero sí han hecho mucho más de lo que ha pasado en otras cortes del mundo, en otras cortes, tribunales ad hoc, después de conflictos armados. Pero también debemos tener en cuenta que seguimos en conflicto armado, seguimos las estructuras de las FARC mutaron en otras, estructuras paramilitares mutaron también, pero lo siguen hoy en día pasando estas situaciones. Y aquí está Jacqueline y está Ruby para decirnos también que haya garantías de no repetición de estas conductas. Que esto que pasó en el pasado no siga sucediendo en nuestro presente. Pero sí hay un trabajo que se está haciendo. Leamos nuestras resoluciones, hay un contexto del país que hay que mirar. Son cosas que vamos a encontrar muy, muy interesantes, pero también sobre lo que está pasando en nuestra tierra, lo que pasó en este pasado hasta el 85, pero también los informes de la Comisión de la Verdad van mucho más atrás en el tiempo. Entonces, miremos los informes también de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guilén. Angélica, muchísimas gracias a las personas. Creo que